Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous à cette œuvre sans le savoir. On y consacre l'entièreté de notre existence, tout ce qu'on fait entre notre naissance et notre mort revient à l'humanité, à ce grand chemin que nous traçons vers cet état de perfection. Cet état de perfection, à mon sens, il faudra encore quelques siècles pour l'atteindre. Peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être un siècle, qui sait, si on accélère un peu le mouvement, si on prend conscience de ce qu'on réalise, à ce moment-là, on le réalisera de façon consciente. Et donc, les choses s'accéléreront parce qu'on ne construira plus cette humanité en utilisant l'antagonisme, la guerre, la violence, la destruction, mais au contraire la solidarité, la coopération, l'entraide. Alors ça existe, hein, on a une partie de notre évolution qui utilise cela. Par exemple, quand il y a une catastrophe naturelle, tout l'ensemble humain converge plus ou moins vers ces endroits et tout le monde aide un petit peu. Et donc, c'est un petit peu comme sur un corps. Hein, si on a une blessure quelque part, l'ensemble du corps va se mobiliser à cet endroit pour gérer. Et bien, l'humanité, elle fait la même chose, sauf qu'elle fait aussi de l'antagonisme, elle fait aussi de la destruction, alors que le corps humain ne fait pas ça si on ne le maltraite pas. Il n'y a aucune raison. Et donc, il y a une partie de notre évolution qui se passe pas en fraternité, en coopération. Les scientifiques travaillent en coopération, les artistes travaillent en coopération, les musiciens travaillent en coopération, etc. Les étudiants sont en coopération maintenant. Ils vont étudier en Afrique, et d'Afrique ils viennent en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, etc. Et réciproquement. Donc il y a cette énergie qui est là, positive. Et parallèlement à ça, il y a la destruction, il y a la guerre, voilà. Donc comment faire pour dépasser la guerre ? J'ai écouté une émission qui à mon sens, n'apportait pas les clés sur France Culture, pas sur France Culture, sur Arte, mais qui ne donnait pas ou qui donnait quelques clés, mais qui étaient des clés basiques en réalité. Le fait de prendre conscience de ce qu'on réalise, là, oui, à partir de là, la guerre est finie. C'est simple, ça c'est évident, parce que à partir de ce moment-là, les hommes sont obligés de travailler ensemble, puisque le but commun est défini, il faut que ça soit défini scientifiquement, ou philosophiquement, ou politiquement, que l'ensemble humain dise, bon oui, notre système de calcul nous dit que oui, nous étions des primates naturels, nous sommes là, si on trace une ligne et si on continue à faire évoluer tout ce qu'on fait évoluer, on atteint un état de perfection universelle. Et donc c'est l'universalité qui prime, c'est le fait que l'humanité atteigne sa fraternité absolue, qu'on n'ait plus besoin de frontières, etc. Donc on arrivera à cet endroit-là, à cet état de perfection. On construit, entre guillemets, le paradis. Et donc, au lieu de le faire de façon antagoniste, en utilisant la compétition féroce, irrespectueuse, injuste, on le fait de l'autre façon. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios que j'écoute. Et là, depuis un bon petit moment, je travaille sur cette série de François Châtelet sur France Culture, une histoire de la raison. Donc, il réfléchit à l'évolution de la raison au sein de la philosophie et de l'évolution, plus schématiquement.
Et donc, là, je suis arrivé à l'épisode 9 sur 20, il y a 20 épisodes, Machiavel, la raison et la politique. Et ça me permet de digresser. C'est la 4e vidéo sur cet épisode numéro 9. Donc, si vous voulez entendre tout l'épisode, il faut aller écouter les autres. Et puis sinon, si vous voulez entendre l'ensemble, ça commence à Platon, Aristote, etc., etc. Et là, donc, on arrive on en est à ce moment de l'évolution de l'humanité. À l'époque, Machiavel, donc à l'époque où la politique commence à rentrer à devenir une vraie science, une vraie réflexion. Donc je lance l'audio et puis je digresse. Dont celui de Potestas. Potestas, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est l'hégémonie, c'est à cette époque-là, le pouvoir, il était entre les mains du religieux et du guerrier, de l'aristocrate, du noble, du prince, entre guillemets. Mais les deux, justement, faisaient que le dominant guerrier, le dominant, avait quelqu'un au-dessus de lui, avait un dominant au-dessus de lui, ce qui n'était pas le cas lorsque nous étions des primates naturels, d'où nous venons. Quand nous étions des primates naturels, le dominant primate avait personne au-dessus de lui, donc il était dans la toute-puissance. Une fois qu'il avait assis son hégémonie, il pouvait faire ce qu'il voulait. Tandis que là, d'un seul coup, lui-même doit, dans l'humanité, le dominant guerrier, il doit rendre des comptes il doit se soumettre au pouvoir divin, à Dieu. Et donc, d'un seul coup, il n'est plus dans la toute-puissance, il est lui-même... on peut commencer à travailler sur ses pulsions de domination, etc. Et c'est ce qui se fait depuis l'origine de l'humanité. Voilà. La puissance souveraine, et entendons bien ce que cela veut dire, cela qui n'a rien au-dessus de soi, c'est ça, devient une espèce d'enjeu. Certes, chacun reconnaît que seul le divin, Dieu détient la puissance souveraine, mais ici-bas, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, Grégoire VII, quant à la puissance temporelle, n'y va pas de main morte, si j'ose dire. Voici par exemple ce qu'il stipule. Article 9. Le pape est le seul homme dont les princes baisent les pieds. Article 12. Il lui est permis de déposer les empereurs. Article 18. Sa sentence ne doit être réformée par personne et seul, il peut réformer la sentence de tous. Article 19. Il ne doit être jugé par personne. Alors, c'est quand même incroyable parce que là, finalement, aujourd'hui, le prince, il n'a plus de compte à rendre au pape, à un docteur religieux quelconque. C'est ça la différence. Et donc, il redevient tout-puissant. Et cette toute-puissance, normalement, elle est maîtrisée s'il comprend la démocratie, s'il est conscient des enjeux de la démocratie. À ce moment-là, c'est le souverain, c'est le peuple qui est au-dessus de lui, qui est au-dessus du prince, qui est le prince, en fait. Et donc là, normalement, le prince doit se soumettre. Mais on le voit bien, nos petits princes, nos chefs d'État actuels, ici ou aux États-Unis ou ailleurs, enfin en Occident et puis même ailleurs, ils n'entendent plus ça. Ils ne se soumettent plus à une instance supérieure, ni à une instance religieuse, ni à l'instance divine. Et donc, ils retombent dans le travers de l'autocratie, dans le travers de la toute-puissance. Et c'est un drame, en fait. Alors, quand c'est un psychopathe, ça devient Hitler, ça devient Mussolini, ça devient un des chefs d'État dans les pays, dans les dictatures en Afrique ou ailleurs, ou en Asie, ou même en Europe.
Et donc, il devient tout-puissant, il n'a plus de barrière, il a la loi avec lui, il fait ce qu'il veut. Et la déclinaison de ces psychopathes, c'est les pervers narcissiques, c'est la perversion narcissique, c'est les narcissiques, les manipulateurs narcissiques, c'est les chefs d'État actuels qui cherchent toujours à imposer leur volonté, à passer, à déclarer des guerres sans être obligés de passer par par le peuple, de ne rien demander au peuple en réalité, juste le faire voter une fois tous les 5 ans, en démocratie, je parle du modèle démocratique. Et donc, ils continuent, ils ont l'impulsion de dominer, d'être dans la toute-puissance, mais ils ont peur des sanctions et de la loi. Le psychopathe, le dictateur, il n'a pas peur de ça, simplement parce il a la loi avec lui. Donc, il fonce dans ce truc. Le manipulateur narcissique, le chef d'État narcissique, il va rester dans le cadre de la légalité, mais il va s'arranger pour avoir malgré tout une grande partie de la toute-puissance. Il va neutraliser la contestation, il va s'accaparer les médias, et tous les contre-pouvoirs. Il va réussir à perturber les oppositions, les syndicats, enfin voilà, tous les systèmes de contre-pouvoir. Il va s'arranger pour privatiser tout ce qui était national, parce qu'en fait, quand le service public il peut faire des grèves, il peut le contester, il peut neutraliser le pays, etc. Donc il veut aucun contre-pouvoir, il veut juste la totalité. Et c'est les chefs d'État narcissiques que nous avons depuis 40 ans, là, depuis la toute-puissance depuis que le libéralisme est rentré en toute-puissance. Alors, on sortira de ça. On va trouver des chefs d'État qui deviendront réellement démocratiques et qui vont exalter la démocratie. Mais il faut encore qu'on continue parce qu'ils détiennent les médias et que les médias font élire des chefs d'État narcissiques. Voilà. Parce que les médias appartiennent au marché, au patronat, hein, en somme, les oligarques qui tiennent les médias, qui tiennent BFM, CNews, LCI, etc. Ce sont des oligarques, ce sont qui sont au MEDEF, et donc les médias appartiennent au MEDEF, et à partir de là, ils sont narcissiques parce qu'ils ressemblent à leur patron, hein. Donc les médias ils ont une forme narcissique, ils ont une forme impérialiste. On voit leur plateau, c'est avec des ors, des dorures, des lumières, etc. Et puis c'est une arène, les dominants sont là au milieu, et puis le peuple, il est en grisé un peu, on n'arrive pas à les distinguer, ils sont derrière, et ils sont là pour applaudir avec un chauffeur de salle qui leur dit d'applaudir à tel moment, etc., de dire oui, bravo, etc., etc. Enfin, c'est un bidonnage absolu, et c'est une malversation inouïe. Quand on analysera cette période dite démocratique, on va vraiment rigoler entre les années 80 et aujourd'hui. On sortira de ça, évidemment, mais pour l'instant, on y est pieds et poings liés. Voici un pouvoir spirituel qui est diablement temporel. Voilà. Et à l'inverse, on peut remarquer à cette époque, que les chefs... Voilà, à cette époque-là, les dominants spirituels, donc le pape, etc., les doctes de l'Église, ils étaient plutôt du côté du pouvoir. Ils n'avaient plus rien de spirituel, ou très peu. Et c'est ce qui fait que ça a amené la contestation, ça a amené la réforme, c'est-à-dire les protestants, ceux qui protestaient contre ce déclin du spirituel. Et voilà. Temporel ne se gêne pas pour incliner durement les évêques ou les prêtres dans telle ou telle direction, et même pour s'arroger le droit d'excommunication qui, en fait, ne devrait appartenir qu'au pouvoir spirituel.
Mais Bref, la lutte se poursuit avec des échanges. voilà, ils se neutralisent un petit peu mutuellement. Hein. Et puis, le temps, les Médicis deviennent papes, etc. C'est une période complètement dantesque, on pourrait dire. Avec des mutations de concepts, chacun s'efforçant de prendre les concepts de l'autre. L'épisode de Philippe le Bel, sur lequel j'aurai à revenir, étant à cet égard le plus intéressant. Mais non, au fait, venons-y tout de suite à cet épisode. Lorsque les légistes s'efforcent de légitimer le pouvoir que Philippe le Bel veut soustraire à l'autorité pontificale, Il y a une révolte, là, alors. il s'efforce de montrer Je découvre en même qu'en temps. fin de compte, les prêtres ne devraient s'occuper que de cela qui est leur affaire, c'est-à-dire du salut des âmes. Donc Et là, c'est précisément dans leur lignée il y a déjà là le début, les prémices de... donc, mince, comment ça s'appelle oh purée, bon, ça va me revenir. que se situe un clerc d'une très grande importance qui, en 1324, publie un livre intitulé La laïcité, voilà, c'est les prémices de la laïcité. Donc on veut renvoyer le religieux, lui enlever du pouvoir. Et ça va prendre encore du temps, parce que là on est en 1500, 1600, 1700, oui, un siècle en fait, pas plus. Parce que 1700, un siècle et deux siècles peut-être. Parce qu'à partir de 1789, le pouvoir spirituel doit retourner au spirituel. Et on l'écarte du pouvoir. Il reprendra le pouvoir après avec Napoléon et puis au XIXe siècle. Il se retrouvera dans cette chose. Et puis il remontera, hein, puisque là aujourd'hui, la papauté, elle est dans les rouages du pouvoir, même si elle a perdu de l'influence, mais elle est quand même là. Elle n'est pas à sa place originelle, celle du Christ, c'est-à-dire dans l'opposition, en fait, au dominant. Parce que c'était ça, le Christ. Il se met en opposition au pouvoir, à une évolution qu'il n'accepte pas dans le judaïsme, dans ce qu'il se passe, c'est-à-dire les marchands qui vont au temple, le pouvoir, voilà, un pouvoir qui se corrompt d'une certaine manière. Et donc, c'est un principe de contestation. Et là, l'Église, elle est revenue dans le giron du pouvoir. Donc, elle a plus sa puissance contestatrice à ce niveau-là. Il est le défenseur de la paix. Ce Alors, clerc qui c'est ce a clerc? nom Marcille de Padoue. Marcille Il vit de à Paris, Padoue, tiens. originaire On va d'Italie, le bien noter. sûr, Marcille de Padoue. et il démontre qu'en fin de compte, si l'on veut que la paix civile règne, il convient que les représentants de la religion comprennent que leur tâche est avant tout une tâche spirituelle et qu'ils ne se mêlent pas des affaires temporelles. Et d'une Donc certaine la manière, base de la laïcité qui Marcille commence de là. Padoue indique que C'est que la l'époque, véritable Marcille de Padoue. souveraineté est du côté du pouvoir temporel. Que c'est là la condition de la paix civile. Ah mais c'est incroyable parce que Et Marcille de Padoue, c'est affermir 1275, cette démonstration, 1343. il ajoute
que les pouvoirs spirituels ne peuvent que se réjouir d'une telle perspective, puisque c'est bien Leur dans but, cette paix civile que sera assuré dans les meilleures conditions la le spiritualité. salut des âmes. Déjà, le concept de potestas commence à prendre son acception moderne. Et c'est précisément à Jean Bodin qu'il est Jean laissé Bodin. d'en donner peut-être la première formulation tout à fait claire. Voici ce que Jean Bodin écrit dans la première phrase de son ouvrage La République. République est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Cette fois, le mot est lâché. Bodin déclare que sur cette terre, il y a une puissance souveraine. Cette fois, une coupure s'institue. Il y a le monde spirituel où Dieu et son représentant sur la terre règnent, et il y a un monde temporel où il y a un souverain. D'accord. Et donc là, c'est vraiment le début de la laïcité. Et cette séparation, je ne comprenais pas pourquoi il y a un problème quand même dans cette séparation, quand elle est radicale, quand quand elle est dogmatique, quand le religieux est au pouvoir, c'est un problème. Quand la laïcité est au pouvoir, c'est un problème. Parce qu'il manque quelque chose. C'est quelque chose qui doit fonctionner dans une... Pas le religieux, le spirituel. S'il manque le spirituel, à la laïcité, il manque le spirituel. C'est complet. Et on le voit quand le marché prend le pouvoir. Le marché, c'est le temporel à bloc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spirituel dans le marché. Le marché ne supporte pas le spirituel, puisque le spirituel va le moraliser, va lui dire tu dois pas faire tu dois pas abuser des consommateurs, tu dois maîtriser ton pouvoir, etc., etc. Et donc il ne supporte pas cette chose-là parce qu'il veut pouvoir abuser en toute légalité. Mais d'ailleurs c'est ce qu'il fait parce que le marché nous abuse. Par exemple, quand il nous oblige à passer par, quand vous allez dans des supermarchés où il vous oblige à passer par tel endroit pour aller voir des choses qu'il veut vendre, etc., quand il met les choses en bas ou en haut, etc., qu'il utilise les psychologues pour violer notre conscience, en fait, pour attaquer directement notre inconscient, nos pulsions. C'est de l'abus, tout simplement. Un jour ou l'autre, ça sera condamné, ça. Pour l'instant, on est dans le royaume du marché, donc il est dans la toute-puissance. Mais et d'ailleurs, il a réussi à écarter quand il a pris le pouvoir dans les années 80, le marché, il a écarté les organes des consommateurs, les 50 millions de consommateurs, tout ça, il en a fait du business. Et il les a marginalisés. Avant, ils avaient un pouvoir, et puis là, il a réussi à les écarter. Donc, il y a vraiment quelque chose à analyser à ce niveau-là de façon très, très pointue. Mais dans cette dictature du marché, il n'y a pas le spirituel. Et donc ça pose un problème à l'humanité. Et le laïc, c'est ce qui arrange le marché. Le laïc pur et dur, c'est ce qui arrange le marché. Et il marginalise le spirituel le dimanche matin à la télévision. Donc, il y a 600 heures de vente à la télé, dans les télés, ce qu'il a fait à partir des années 80,
il y a 600 heures de vente, d'émissions, de vente, de machin, bon, je peux pas répondre, de vente, voilà, ces émissions de téléachat, machin, il y a 600 heures, et puis il y a 4 heures qui sont consacrées au spirituel à la fin le dimanche matin sur France Culture et sur Arte, ou je sais où, sur la 2, enfin, bref, c'est dégueulasse, tout simplement. Ça veut dire que le spirituel, il veut pas, quoi. Il veut pas de ça. Mais ça a posé un problème à la société humaine, en réalité. Parce que ça nous a matérialisé, ça nous a rendus matérialistes. Et on ne peut pas être heureux avec ce principe-là. Un souverain, cela veut dire quelqu'un qui n'a personne Au-dessus de lui. au-dessus de lui. Et ça va pas. Pardon, j'ai dit quelqu'un. Je pourrais d'ailleurs aussi bien dire quelque chose. Ouais, quelque Je veux chose. dire quelque institution. Voilà, c'est ça, parce que c'est... Cela peut être un individu, auquel cas le souverain est monarchie. Ce peut être plusieurs individus, auquel cas le souverain est oligarchie. Ce peut être un grand nombre d'individus ou tous les individus, auquel cas le souverain est démocratie. En tout cas, il est posé qu'il y a ici-bas un principe qui commande absolument. Eh bien, nous verrons demain comment évolue cette idée clairement formulée par Jean Bodin qu'il y a deux puissances souveraines, l'une dans les cieux c'est demain. et l'autre sur la terre, et qu'il ne faut pas les confondre. Vous pouvez retrouver cette... Merci. Qu'est-ce que j'adore ces émissions, et puis ça stimule complètement mon esprit. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos qui sont mal exprimées, voilà, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, c'est que de l'intuition, et c'est beaucoup d'intuition, disons. Et ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, tout ça augmente la visibilité de l'espace, si vous le jugez nécessaire et opportun. Et puis, vous pouvez aller visiter le site Mécanique Universelle où j'explique tout ça depuis l'an 2000. Hein. Ça fait déjà 24 ans que ce site et que cette théorie est en place. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. Merci, à bientôt.